c'est Éléonore Arnould qui a l'honneur d'ouvrir le webinaire. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors tu es l'une des nominées de Cetera Award Sustainable Economy pour ton mémoire de master en sciences de gestion que tu as défendu à la Louvain School of Management de l'UC Louvain, et il s'intitule « Comment accélérer la transition de la fast fashion vers une économie de la mode circulaire ». Voilà qui devrait intéresser beaucoup de monde. Tu as eu comme promoteur Carlos De Smet, qui est maître de conférence à la LSM, co-titulaire des cours de Corporate Social Responsibility et de Business Ethics Management. On le retrouvera évidemment juste après. En attendant, c'est à toi, Éléonore, on t'écoute. Merci. Alors, je ne vous connais pas tous personnellement, nous avons sûrement beaucoup de points communs, mais celui dont je suis sûre, c'est que nous nous habillons chaque matin. Pour illustrer le thème de mon mémoire, je porte cette veste. Alors, la spécificité de cette veste, c'est qu'elle a été conçue à la main par une créatrice locale. Alors, vous l'aurez sûrement deviné, mon mémoire parle de la mode et plus spécifiquement de la mode circulaire. Aujourd'hui, que l'on ait un style particulier ou pas, nous contribuons tous en fait à alimenter une industrie, celle de la mode et plus particulièrement de la fast fashion, donc une mode qui implique un renouvellement des collections très fréquentes et donc au détriment d'une qualité, qui est considérée comme la deuxième industrie la plus polluante du monde. Afin de montrer l'ampleur de ce modèle de prêt-à-jeter, voici quelques chiffres. 5,8 millions de tonnes de déchets textiles sont jetés chaque année après avoir été portés seulement 3 fois. Et seuls 1% d'entre eux sont recyclés en nouveaux vêtements. C'est pourquoi une transition vers un modèle économique circulaire plutôt que linéaire dans la mode semble être une solution durable pour une meilleure gestion des déchets et une régénération des ressources naturelles. Les pratiques transparentes permettent aussi une juste rétribution des acteurs tout au long de la chaîne de valeur. Alors certains ont déjà vu dans ces millions de tonnes de déchets textiles l'opportunité de les utiliser en ressources et d'offrir une seconde vie à nos vêtements. Mais une telle transformation sollicite un écosystème d'affaires regroupant les entrepreneurs opérant dans la mode circulaire, leurs fournisseurs, les experts en textiles durables et les créateurs en technologie. Au travers de mon mémoire, j'ai donc été à la rencontre de ceux-ci, ceux qui font partie de la solution, ceux qui impulsent le changement vers la mode circulaire. J'ai pu alors identifier 18 freins et 19 leviers à la transition à différents niveaux de cet écosystème. À titre d'exemple, quelques freins à cette transition sont les investissements requis. Les investissements pour les technologies de recyclage de fibre à fibre ou les investissements en recherche et développement pour, par exemple, recycler des bouteilles plastiques en vêtements. Une deuxième barrière réside dans le manque d'éducation et d'information, tant du côté des marques, des fournisseurs que des consommateurs, quant à la notion vraiment d'économie circulaire. Par contre, ce qui peut faire bouger les choses et qui fait bouger les choses déjà en ce moment, c'est le gain environnemental que procure le système circulaire dans la mode plutôt que le système linéaire et le mécontentement face au système de la fast fashion et aux conséquences environnementales et sociales désastreuses qu'elle entraîne. Un autre levier, ce sont les instruments politiques, par exemple les subsides pour les projets à impact positif ou encore la mise en place de réglementations ou de taxes qui viennent faire payer les externalités négatives induites par ceux qui produisent négativement. Et finalement, comme je l'ai dit au début de cette présentation, une économie de la mode circulaire, c'est vraiment un écosystème. Et donc, c'est la collaboration entre tous ces acteurs du système, le partage d'informations et de bonnes pratiques qui fera que ce système pourra voir le jour et qu'il est déjà en train de voir le jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci Éléonore. Avant de passer aux questions-réponses, et je vous invite évidemment à poser déjà vos questions dans le fil de la conversation, je voulais signaler que tu seras l'invitée de Fabienne Van der Merch dans Les Éclaireurs, en principe le samedi 8 mai. Voilà, c'est une date qui est encore à confirmer. Et je vais donner tout de suite la parole à ton promoteur de mémoire. C'est Carlos De Smet. Bonjour, monsieur De Smet. Bonjour. Vous voici. Alors, comment le travail d'Éléonore a fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche? Je voulais d'abord dire que le travail d'Éléonore est intéressant parce qu'il apporte un éclairage sur un problème qui a un impact en fait sur la société et donc qui touche aussi bien l'aspect environnemental, donc on peut parler de CO2, des pesticides, etc.,
mais aussi l'aspect social. Donc, c'est un domaine où on peut parler des problèmes de travail et avec des fois du travail à longue durée, le travail des enfants, etc. Et un impact économique, puisque c'est quelque chose qui nous touche chacun de nous et qui a un pouvoir économique très important. Donc, c'était un domaine vaste auquel elle s'attaquait. Et ce que nous avons beaucoup aimé dans son travail, c'est d'une part qu'elle est arrivée à décrire toutes les facettes de ce problème. Elle a fait une recherche très exhaustive, elle a fait une description qui est très lisible et donc que j'invite chacun à lire son mémoire. Je pense que c'est très bien écrit, c'est très clair et ça parle de tous ces problèmes sans favoriser l'un ou l'autre. Donc c'est très complet, c'est bien articulé. Et le deuxième point qui m'a frappé dans son mémoire, c'est son souci, en effet, d'articuler des réponses et donc de réfléchir à une transition. Et donc, elle a, à partir de ses lectures, préparé une revue des freins, des leviers d'action qui sont possibles. Et dans une seconde partie, la partie empirique, elle a vraiment essayé de tester, en fait, ces freins et ces leviers. Et donc, elle arrive avec une vue qui est certes européenne, mais qui est très intéressante au niveau de comment pourrions-nous aller vers une transition, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre. Et ça permet une réflexion, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau de chacun d'entre nous en tant que consommateurs, mais aussi au niveau des sociétés qui travaillent dans cette nouvelle fashion. Donc, pour faire évoluer cette évolution. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Smet. On va évidemment donner la parole maintenant avant de passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais donner la parole à Jacques Craet. Vous êtes le président de l'Union wallonne des entreprises et président du jury en Sustainable Economy pour cette ERA Award. Jacques Craet, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce mémoire d'Éléonore? Le jury, en mettant en évidence ce mémoire, salue une approche concrète et analytique d'un enjeu de société majeur. La fast fashion est vraiment, comme elle l'a dit elle-même, un point extrêmement important dans les tendances humaines à consommer et la difficulté d'articuler ça avec des limites économiques. Le jury a souligné la pertinence de l'analyse théorique, d'ailleurs, comme son promoteur vient de le dire, et il a beaucoup apprécié aussi les solutions proches du marché pour favoriser une transition de cette fast fashion vers plus de durabilité. Bien sûr, les solutions auraient pu être un peu plus développées, mais un mémoire reste un mémoire. Et donc, il aurait souhaité évidemment voir encore un peu plus développer l'analyse de l'ensemble des parties prenantes et notamment des acteurs qui souhaitent apporter des alternatives à cette fast fashion. Donc, en guise de perspective, le jury encourage également à aller plus loin dans les solutions envisagées et d'explorer notamment ce qui se fait dans d'autres secteurs de l'économie pour encourager des approches et des démarches sans doute encore plus durables. Par exemple, l'économie circulaire dans le secteur de l'ameublement. Voilà un peu le résumé de l'avis du jury. Merci beaucoup, Monsieur Craet. On vous retrouve évidemment un petit peu plus tard après les présentations des autres travaux. On va passer aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Déjà, une première question pour toi, Éléonore. Que peut-on faire pour réduire l'impact du secteur de la mode à l'échelle des politiques publiques et à l'échelle individuelle, qui est aussi très importante? Très important, oui. À l'échelle des politiques publiques, j'ai un peu regardé, il y a 5 choses qui peuvent être faites à leur niveau. C'est d'abord mettre en place des réglementations ou des taxes, comme j'avais dit, pour réduire les externalités négatives. C'est aussi mettre en place des actions volontaires. Donc, il y a le Fashion Pact qui existe déjà entre ceux, je crois, qui représentent 20% du marché de la mode, se mettent ensemble justement pour trouver des solutions. Il y a la loi contre le gaspillage qui est passée maintenant aussi en France. C'est toutes ces choses-là qui vont faire bouger les choses. Et nous, en tant que consommateurs, on a aussi un rôle à jouer de manière individuelle. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que l'économie circulaire ne marchera pas tant qu'on ne réduit pas. Donc ça, c'est vraiment la réduction, c'est quelque chose qui est très important. Donc par exemple,
ce qu'on a maintenant en tête, c'est bon, il y a un trou, je jette mon vêtement. Non, maintenant on le répare, on le customise, il devient unique. Et donc, c'est ça il faut essayer de garder les vêtements plus longtemps et d'acheter de la meilleure qualité pour justement pouvoir les garder plus longtemps et penser voilà, les réparer s'il y a. Et aussi être demandeur de cette transparence de l'origine du vêtement, de la composition du vêtement pour être sûr qu'après on puisse le recycler aussi parce que en ce moment c'est le mélange de fibres qui fait qu'on a du mal à recycler. Donc il faut favoriser des vêtements 100% coton ou 100% d'une fibre pour pouvoir le recycler. Plus facilement. Alors, Oui. Que faire socialement et comment conscientiser plus encore nos jeunes sur la vision de la mode, sachant qu'il y a surtout la mode qui se démode? Oui, c'est vrai que on le voit, la mode, c'est un éternel recommencement. Maintenant, on s'habille comme on s'habillait dans les années 90. Donc, pourquoi pas dire de garder ou de reprendre ce que notre mère mettait à son époque, aller favoriser, aller dans des friperies, trouver des belles pièces comme ça. C'est ça qui est aussi chouette. Et maintenant, il y a plein il y a de Fashion Revolution, il y a plein de mouvements qui se mettent en place justement pour conscientiser les gens à ce niveau. Il y a aussi plein de documentaires. Enfin, si on est intéressé, si on veut comprendre ce qu'il y a derrière cette industrie, il y a vraiment moyen d'être conscientisé à ça, je pense, aujourd'hui. Et puis on est d'accord qu'il y a aussi des sites qui fonctionnent très très bien et qui vendent des vêtements en seconde main. C'est aussi une façon de ne c'est pas ça, oui. consommer du neuf. Alors, nouvelle question pour toi. Concrètement, qu'est-il envisageable pour réduire l'impact environnemental des grandes enseignes qui prônent parfois des labels éco? Ne s'agit-il pas souvent de greenwashing pour occulter la surproduction ou la consommation? C'est vrai que l'impulsion c'est ça aussi dans mon mémoire que j'ai remarqué, ça doit venir d'eux parce que c'est eux quand même les plus grands pollueurs. Mais je pense que maintenant, ils commencent quand même vraiment à bouger. Mais après, dans mon mémoire, j'ai voulu les interroger et j'ai eu que des refus. Donc voilà, je ne me positionne pas pour ou contre, mais je me dis quand même que si on ne veut pas en parler et qu'on m'a dit tout ce qui est public, c'est ce qu'on dit et rien de plus, il n'y aura pas en plus de chiffres. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, alors quand vous prenez le durable, c'est quel pourcentage en fait de tout ce que vous vendez bon voilà. Après, je pense qu'il y a des grandes marques qui commencent vraiment, par exemple, je vois Zalando, ils sont hyper bons là-dedans. Ils vont même lancer Zalando en deuxième main. Enfin, je pense que maintenant, il y a quand même vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Ouais. Et Mais bon, on est voilà, d'accord le greenwashing, aussi que parfois, en tant que consommateur, on n'est pas aidé parce qu'évidemment, il y a trop peu de transparence. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié, mais comment faire pression justement sur les grandes enseignes pour avoir des informations transparentes, complètes, et qui puissent aider le consommateur dans ses choix finalement? Oui, c'est ça. Maintenant, les gens sont de plus en plus demandeurs de cette transparence et de comprendre l'origine des vêtements et voilà, maintenant la pression, elle vient de tous les mouvements qui se mettent en place, des demandes, mais il faut être demandeur. Les consommateurs ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Et donc, c'est vrai que voilà, petit à petit, c'est en train de se faire. Et c'est vrai que les écolabels aussi, parfois, c'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, il faut un juste milieu aussi dans la transparence parce que parfois, si on met toute une composition de vêtements, les consommateurs ne comprennent pas. Enfin, donc, voilà. Il faut de la transparence, mais il faut aussi savoir vulgariser pour les consommateurs et que voilà, il y a une compréhension des deux côtés. Donc ça, c'est encore un challenge, je pense, dans cette industrie. On ne vous entend plus. Bizarre, voilà. Je pensais être restée avec mon micro ouvert. Peut-être aussi qu'il faudrait des codes pour que ce soit lisible. On sait que pour l'alimentation, par exemple, on a des lettres A, B, C, D, E. Peut-être que pour les vêtements, ça pourrait aussi être une façon de s'y retrouver facilement pour le consommateur. Oui, tout à fait. Mais je pense que j'avais reçu, ils sont en train d'essayer de créer un index comme ça pour pouvoir justement classer les vêtements selon l'origine, selon la composition et justement voilà, mettre comme ça Des codes, des codes. Ouais. Ok. Ils sont en train de le faire, mais...
C'est une très très bonne nouvelle. Alors, est-ce que la question du juste prix intervient dans la problématique et quel serait le juste prix, celui incluant l'énergie grise, le fair trade? Serait-il possible d'imposer cela aux grandes enseignes? Ben, c'est ça, oui, que j'ai aussi découvert dans mon mémoire, c'est que tant qu'on ne fera pas payer le juste prix des externalités dans le prix final au consommateur, ben, il ne se rendra pas compte et il y aura quand même toute une partie de la population qui va encore choisir le moins cher, entre guillemets. Donc, c'est vrai que le prix doit refléter ce qu'il y a derrière. Et c'est aussi pour ça que ceux qui se lancent dans la mode circulaire, quand on achète un vêtement, ben, on voit vraiment, voilà, ça a pris autant d'heures pour le faire, voilà d'où vient le tissu. Enfin, voilà, on explique aussi aux consommateurs, ben, voilà, vous payez un peu plus cher, mais voilà ce qu'il y a derrière. Et donc, bah, voilà, c'est valeurs et style qui sont liés finalement. Mhm. Et est-ce qu'à force d'avoir justement des vêtements à bas prix, de vouloir des vêtements à bas coût, nous jouons sur les offres et les demandes? Ben oui, c'est ça aussi, c'est que, en fait, je pense que vraiment la demande va amener une réduction des prix finalement. On le voit déjà aux fibres un peu spéciales. Je veux dire, par exemple, il y a des fibres de cactus, des fibres venues des feuilles d'ananas, des choses comme ça. Avant, il y a 10 ans, c'était hyper cher. Et maintenant, en fait, il y a de plus en plus de demandes et on voit que les prix commencent tout doucement à baisser. Donc, je pense que plus il y aura une demande, plus il faut aussi que l'offre suive parce que c'est vrai que c'est un peu plus spécial, mais plus il y aura de demandes et plus aussi les prix vont pouvoir s'équilibrer et finalement ne plus être. On ne va plus pouvoir dire oh, c'est plus cher donc j'ai pas envie d'acheter un vêtement à un moment, ça sera les mêmes prix et justement pour les effets négatifs, ceux de la fast fashion devront être plus chers pour compenser la production derrière. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être moyen d'entrer dans un cercle vertueux. Alors, est-ce qu'il y a un mouvement de neutralité carbone dans les entreprises de la mode? Ah bah maintenant, oui, c'est très. Ça commence à se voir, comme j'avais dit, le Fashion Pact, etc. C'est des Nike, des H&M, c'est vraiment des grandes enseignes qui se mettent ensemble pour contribuer aux accords de Paris, aux objectifs de développement durable. Il y a tout ça qui est en train de se mettre en place aussi parce qu'il y a une demande de transparence et donc maintenant, ils sont obligés de commencer à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050-2030 parce que voilà, c'est vraiment c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place. Et ça devient évidemment une nécessité absolue. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette présentation et cet échange.